l'Europe, ses États membres, nos pays, sont des espaces démocratiques. Et ils font référence à ce moment-là, lorsqu'on leur pose la question, questions qui sont posées depuis pratiquement plus de 30 ans dans le cadre des eurobaromètres organisés par les institutions européennes. Ils considèrent que la démocratie est l'une des valeurs qui incarnent le mieux l'Union européenne. Après, bien sûr, la paix, après le respect des droits de l'homme, mais avant même l'état de droit, les libertés ou le respect de la vie humaine. Donc, contrairement à une idée très répandue, l'Europe est démocratique, l'Europe incarne la démocratie, et en réalité, vous le savez, cela correspond à peu près à ce qui est écrit dans les traités européens. Je vous rappelle par exemple l'article 2 du traité de l'Union européenne. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Nulle part au monde, y compris en Amérique ou ailleurs, une telle précision dans la définition de ce qu'est, de ce que doit être une société démocratique n'est aussi précise que dans les traités européens. Une fois qu'on a dit cela, où apparaît donc le malaise que nous ressentons? Il apparaît dans la deuxième question. Si l'Europe est démocratique, son fonctionnement est contesté. Et c'est une dualité, un paradoxe qu'on retrouve d'ailleurs au niveau national. Lorsqu'on pose la question aux Européens de savoir s'ils sont satisfaits du fonctionnement démocratique de l'Union européenne, vous voyez combien ils sont divisés. 44% répondent oui, 43% répondent non. Et nous avons à peu près la même comparaison, les mêmes proportions lorsque on demande si nos États, nos démocraties nationales fonctionnent bien. Donc, ce qui apparaît, que nous ressentons bien au niveau européen, c'est bien une crise de confiance, si j'arrive à faire fonctionner cet appareil. Voilà. En réalité, ce qui est le plus bas aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est la confiance que lui accordent les citoyens. 31% contre 56%. Et donc, lorsqu'on interroge pour savoir si on fait confiance aux institutions européennes, dans leur fonctionnement démocratique, on obtient des réponses toujours négatives qui traduisent bien une fracture démocratique à l'égard non seulement des institutions communes de l'Union, mais qu'on retrouve souvent, et je crois que la prochaine table ronde aura l'occasion de l'évoquer, au niveau de nos États membres. Quelles en sont les raisons? D'autres éléments, des documents qui vous ont été distribués, et dont j'ai extrait celui-là, vous montrent bien que, par exemple, la confiance dans les institutions, elle aussi, est en baisse constante et atteint des records à la baisse depuis l'origine de l'Union européenne. Quelles en sont les raisons? Elles sont de 4 ordres principaux, et vous les connaissez. La première, c'est cette réaction des interviewés. Ma voix ne compte pas dans le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. 52% contre 42%. Et au plus fort de la crise de l'euro et des dettes publiques, on a enregistré même des scores de 67% de citoyens européens qui estimaient que leur voix ne compte pas, qu'ils ne sont donc pas écoutés, qu'ils ne sont pas entendus. Deuxième élément, c'est que 55% des citoyens européens interrogés jugent l'Union européenne éloignée. En réalité, c'est tout à fait exact, puisque l'Union européenne est un espace en construction, un espace politique en construction au-dessus des États membres qui est plus éloigné que ne le sont les institutions démocratiques nationales traditionnelles
des citoyens. Écoute, éloignement, complexité. Seuls 29% des citoyens européens estiment qu'ils sont bien informés sur l'Union européenne. C'est une question un peu, comment dirais-je, bizarre parfois, que nous retrouvons dans les eurobaromètres, mais qui est posée depuis l'origine de ces indicateurs aux citoyens européens. Considérez-vous que vous êtes bien informés sur les institutions européennes? Et donc, seuls 29% des citoyens estiment être bien informés. D'ailleurs, au sein de ces 29%, 60% se déclarent satisfaits du fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Absence d'écoute, ma voix ne compte pas, éloignement des institutions, complexité à les comprendre, et dernier point, transparence ou opacité. 34% seulement des citoyens européens trouvent que les institutions sont transparentes et que donc elles rendent compte dans des conditions de fonctionnement qu'ils apprécient. Vous voyez bien qu'au-delà de ces questions qui sont relatives au fonctionnement de l'Union européenne elle-même, ce sont des réponses qui traduisent un état d'esprit et un jugement qui peut souvent être comparé à celui des citoyens à l'égard de leurs institutions nationales. La prochaine table ronde va s'y pencher de manière plus rapide et plus sérieuse que ce que je vais faire. On voit bien qu'une mise en cause des fonctions de la démocratie représentative traditionnelle, peut-être que les évolutions de l'Union européenne dans la crise, la manière le processus de décision, la troïka, les décisions prises après des réunions de chefs d'État derrière le rideau, à quelques-uns, une commission européenne chargée de faire appliquer des règles dont on ne comprend pas toujours ni l'origine ni l'utilité, tout cela a aggravé un sentiment qui frappe à peu près toutes les institutions représentatives dans toutes les grandes démocraties, et spécialement en Europe. J'ajoute que la nature de l'Union européenne, union d'États souverains qui s'essayent à la démocratie supranationale, ne facilite pas vraiment la communication directe avec le citoyen qui passe encore et toujours par le filtre national, celui dans lequel nos concitoyens se retrouvent et jugent les institutions représentatives. Alors, troisième élément, quelle réaction doit-on avoir à l'égard de cette mise en cause que nous allons avoir l'occasion d'approfondir tout à l'heure? Ce seront l'objet des tables rondes suivantes. Les réactions européennes, vous les connaissez, les députés européens viendront nous expliquer que ce que le Parlement européen a voulu, une interprétation particulière des traités à l'occasion des dernières élections, c'est-à-dire de présenter les candidats tête de liste des grandes familles politiques en Europe destinés à prendre la présidence de la Commission européenne, représente déjà un effort de démocratie pour essayer de rendre le choix des grands responsables des institutions plus transparent et plus évident. Nous aurons l'occasion d'en débattre et de voir si ceci a fonctionné ou si ceci est encore insatisfaisant. Vous connaissez l'initiative citoyenne européenne et à cet égard, lorsqu'on interroge les citoyens européens, vous savez que c'est une procédure instaurée par le traité de Lisbonne qui permet à 1 million de citoyens représentant 7 États membres de demander aux institutions européennes de se saisir d'une question. Eh bien, lorsqu'on interroge nos concitoyens, on s'aperçoit que seulement 26% d'entre eux en ont déjà entendu parler. Et à cet égard, permettez-moi de dire qu'ayant regardé, en vue de nos discussions,
et essayer plus en détail ce dossier, essayer de regarder, de comprendre pourquoi, j'ai à peu près facilement compris pourquoi l'initiative citoyenne européenne, dont seulement 2 d'entre elles ont reçu aujourd'hui un écho favorable des institutions européennes et vont être débattues pour des mois suivants, alors que toutes les autres ont été écartées. J'ai parfaitement compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est que et la Commission européenne, et le Parlement européen, et les États membres ont bien veillé à ce que n'importe qui ne puisse pas déposer une initiative citoyenne. Et que donc le règlement qui organise la mise en œuvre de cette initiative est tellement complexe que vraisemblablement il faut l'aide d'un avocat pour le comprendre, et que donc seulement certains peuvent se lancer dans la très douloureuse et longue entreprise qui consiste à faire adopter une initiative citoyenne. Donc vous le voyez, nos régimes, l'Union européenne, c'est à peu près la même chose sur le plan national. Lorsqu'ils sentent bien qu'il faut donner aux citoyens de nouvelles occasions de s'exprimer, voire des procédures, s'empressent immédiatement de les claquemurer dans quelque chose qu'on appelle en France, je ne sais pas comment les traducteurs peuvent traduire ça, on appelle ça une usine à gaz, c'est-à-dire un mécanisme tellement complexe qu'on essaie de vous dissuader de l'exercer. Alors, quelle réaction avoir à l'égard de ce sentiment qui s'exprime à l'égard de l'Union européenne et qui peut être élargi dans la réflexion à l'égard de la démocratie représentative? Réhabiliter la démocratie représentative, on en parlera tout à l'heure, c'est très certainement aussi travailler sur la sélection des élites politiques, administratives, économiques, sociales de l'Union européenne et de nos pays. C'est certainement retrouver une éthique de l'exemplarité, une éthique de la responsabilité, mais c'est aussi essayer d'adopter un fonctionnement plus moderne à travers des nouvelles pratiques de communication dans lesquelles la langue de bois n'a absolument aucune place. Et à cet égard, nous nous sommes penchés en vue de notre journée sur les différents modes d'expression que nous pourrions rencontrer et que nous avons rencontrés dans différents pays démocratiques, notamment en Europe. Et je voudrais vous citer 3 exemples un peu décoiffants, c'est-à-dire un peu surprenants, de démocratie directe représentative que nous avons trouvé. Il y a d'abord le cas irlandais que certains d'entre vous connaissent, où une convention sur la Constitution a été constituée en juillet 2012 par les 2 chambres du Parlement irlandais. Et elle a été constituée d'une manière tout à fait surprenante, puisque 100 citoyens, et sous la présidence d'un président indépendant, se sont réunis. Parmi les 100, il y en avait 66 tirés au sort sur les listes électorales, les 33 autres étant des parlementaires des 2 chambres. Ils se sont réunis pendant plus d'1 an pour se saisir de questions qui traversaient la société irlandaise et qui, en quelque sorte, la divisaient. Des questions aussi institutionnelles, que faut-il modifier le mandat présidentiel, ou aussi difficiles sur le plan social, que faut-il accepter le mariage de personnes du même sexe. Quel est l'âge du droit de vote, ou des questions comme ceci. Et la Convention a publié, après 1 an de travail, ces 38 recommandations que vous pouvez trouver sur Internet, avec des propositions précises, j'allais dire une sorte de conférence de consensus qui ont abouti à des conclusions qui maintenant sont déclinées petit à petit par le Parlement irlandais sous forme de propositions de loi. Cette formule, c'est la première qui fait appel au tirage au sort, dont on parle souvent, et qui nous rappelle quelques expériences helléniques anciennes, est assez dérangeante, dans la mesure où elle bouleverse un peu les codes habituels de l'exercice démocratique. 2 autres expériences sont assez intéressantes. Il y a eu en Belgique
ce qu'on a appelé le G1000. C'est une initiative prise sur la recommandation d'une fondation pour les générations futures, une sorte de génération spontanée qui s'institue responsable en quelque sorte de l'avenir et qui publie un manifeste dans les journaux belges en juin 2011 et qui ouvre une enquête en ligne sur Internet, réunit plusieurs milliers de personnes. Parmi ceux-ci, tire au sort un petit panel qui n'a absolument rien de représentatif et organise plusieurs congrès lui demandant de faire ses propositions sur des sujets aussi compliqués que les coûts salariaux, que l'accès au travail, que le travail des générations futures, la discrimination au travail, les bases imposables des citoyens doivent-elles concerner seulement leurs revenus salariaux ou aussi leurs revenus du capital, et qui publie ces conclusions en les présentant aux législateurs comme étant issus de la société civile et des citoyens. Vous connaissez tous en Allemagne, Monsieur le Président, l'organisation Mehr Démocratie, plus de démocratie, qui est une organisation qui ne veut pas se rattacher à aucun parti politique et qui se fixe comme objectif principal de faciliter l'expression directe des citoyens par le biais de référendums, de propositions, et qui est particulièrement active depuis 2005. Elle a fondé un réseau Démocratie internationale, actif au niveau européen, avec les correspondants partout, et qui a initié 19 initiatives citoyennes en Allemagne, à partir du recueil de signatures, parfois en très grand nombre. Au total, elle revendique avoir recueilli plus de 5 millions de signatures pour exprimer l'opinion des citoyens, de la base des citoyens, qui bien sûr contestent la représentativité de ces élus démocratiques. Et elle a ainsi déposé des plaintes devant la Cour constitutionnelle. Elle veut se saisir du traité transatlantique aujourd'hui en discussion, et elle est en quelque sorte l'aiguillon démocratique particulièrement irritant d'une démocratie allemande toujours à la recherche de plus de justice et de plus de protection de ses concitoyens. Pourquoi je vous parle de ces initiatives? Parce qu'elles bouleversent en quelque sorte les règles fondamentales sur lesquelles sont organisées notre démocratie. Vous entendez tous les appels à la démocratie participative. C'est une contestation des citoyens et de la société civile à l'égard des corps intermédiaires. Et pour les conseils économiques et sociaux, c'est, à mon avis, et je dis ça avec beaucoup de modestie devant vous, une véritable contestation existentielle, puisque bien sûr, les classes politiques, bien sûr, les parlements, les gouvernements sont contestés. On le voit aujourd'hui, le mouvement écologiste, le mouvement alternatif n'hésite pas à descendre dans la rue, même lorsque des lois ont été votées, des décisions démocratiquement prises et arrêtées. Mais pour les institutions comme les vôtres, les conseils économiques et sociaux, qui sont en quelque sorte un corps intermédiaire destiné à représenter la démocratie sociale, la vie économique, je dois dire que le défi est encore pire, puisque, à mon avis, cette demande d'expression participative est le contraire de ce que vous représentez et peut aboutir carrément à la mise en cause des comités économiques et sociaux. On le voit en Italie aujourd'hui, où M. Renzi déclare tout à fait qu'il préfère dialoguer directement avec le peuple italien plutôt que d'avoir un conseil économique et social dont il diminue les pouvoirs et qu'il remet en cause en réalité par sa légitimité. Donc il y a là un défi très important qui, à mon avis, il ne m'appartient pas d'y répondre, mais est tout à fait dans la ligne de Monsieur le Président, de la réflexion que vous avez choisi avec vos collègues d'ouvrir, comment s'ouvrir à cette demande de la société
crois qu'il faut tout revoir en réalité, à la fois le fonctionnement de nos institutions représentatives, y compris les vôtres, leur communication, bien sûr. C'est fini la langue de bois. Les techniques aujourd'hui de communication, avec toutes leurs déformations, de manipulation dont elles sont possibles, nécessitent que ceux qui incarnent une partie de la démocratie représentative les pénètrent, s'en servent et évitent que ces nouveaux moyens de communication ne soient détournés par d'autres à des fins qui peuvent parfois ne pas toujours être acceptables pour nos sociétés démocratiques. En réalité, ce qu'on ressent profondément dans nos sociétés européennes, peut-être un peu blasées, peut-être un peu trop gâtées, un peu trop protégées, c'est que malgré l'état d'achèvement de nos démocraties et de notre système démocratique représentatif politique, nos citoyens veulent, dans ce monde du XXIe siècle, avec le vertige qu'ils ressentent envers les immenses possibilités qui s'ouvrent à eux, mais aussi tous les vrais défis et les inquiétudes, nos concitoyens veulent respirer, ils veulent respirer un air démocratique différent. Je crois que si vous les laissez respirer, vous ne serez pas déçus, mais que c'est très difficile de canaliser ce souffle nouveau. Et pour aborder ce sujet d'une manière beaucoup plus sérieuse que je ne l'ai effleuré, je voudrais appeler